Donc, bonjour à tous. Emeline, tu peux me confirmer qu'on voit bien notre support? Oui, on voit bien le support. Ok, parfait. Donc, de nouveau, bonjour à tous. Le sujet de la webconférence, c'est l'intégration des critères environnementaux et carbone. Alors, on va parler peut-être un peu plus carbone, environnement dans les marchés publics. Vous voyez le timing, donc je vais essayer de ne pas perdre trop de temps non plus, mais on a 15 minutes, donc en 15 minutes, vous vous doutez bien qu'on ne va pas pouvoir rentrer vraiment à fond dans le sujet. L'idée, comme on avait mis sur le synopsis, c'était de brosser un premier tableau et puis d'avoir un exemple justement avec le témoignage de Nantes Métropole, comment ça se met en place dans les collectivités. On va essayer également de dire quelques mots au fur et à mesure de la présentation du côté entreprise, en fait. Qu'est-ce que ça implique pour les entreprises? Alors, hop, ça. Voilà. Donc, tout d'abord, peut-être en guise d'introduction, est-ce que tout cela, donc intégrer des critères environnementaux et carbone dans les marchés publics, ça permet de lutter contre le changement climatique? En plein dans la COP en ce moment, donc c'est une question importante, d'ailleurs une question qui a été traitée à la COP. Bon, la réponse, clairement, elle est oui. Elle est oui, pourquoi? Si on fait très simple, un bilan GES, donc réglementaire, uniquement scope 1 et 2, on doit prendre en compte les émissions des délégataires, les émissions qui sont faites par des tiers, et qui sont dans le cadre des compétences de la collectivité, l'énergie mise en œuvre dans le cadre des travaux, etc. Ça peut représenter plus de 80% du bilan. D'une. Si on prend maintenant un bilan global, un bilan avec un scope 3, ces mêmes émissions peuvent représenter également plus de 80% du bilan. Donc dans les deux cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est des émissions qui ont lieu face à des actions ou des achats voilà, qui proviennent d'une commande des collectivités à des tiers. Donc ça, c'est le pourquoi. Le comment, c'est aussi le côté intéressant, c'est que d'une, en faisant attention à ce qu'on achète ou voilà, via ces fameux critères, on peut réduire les émissions, donc le contenu en carbone des achats ou l'efficacité énergétique d'un service, par exemple. Donc on travaille bien sur la réduction, l'atténuation, mais ça nous permet également de travailler sur l'adaptation. Pourquoi? Sur des gros achats, des achats qui ont des grandes durées de vie, typiquement une route, une grosse infrastructure sportive ou de chauffage urbain ou autre, eh bien on va pouvoir du coup intégrer dans les contrats, même dans les délégations, c'est pas tout à fait les marchés publics, mais voilà, intégrer ces notions-là, ce qui va permettre de travailler sur le volet adaptation, donc ça rentre pleinement dans la politique climat des collectivités. Alors, intégration des critères carbone et environnementaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a plein de mots qui peuvent nous venir comme ça, j'en ai listé un certain nombre. Alors en fonction de la maturité, votre maturité dans le sujet, encore une fois, il y a des choses très simples qui pourraient être précisées. Mais des choses qui nous viennent à l'esprit, c'est commande publique durable, le code des marchés publics, justement, des articles de ce code, 14, 5, 6, 40, 45, 53, d'autres. Achat durable, achat éco-responsable, achat vert, circuit court, voilà, contraintes, opportunités, évaluation, ACV, impact carbone. Justement, ça c'est peut-être plus spécifique aux critères carbone. L'évaluation, on y reviendra aussi, et dans le témoignage, on en parlera aussi tout à l'heure avec Nantes Métropole, c'est justement un des points très importants. Alors, on essaie de remettre tout ça un petit peu dans le bon ordre. On a donc la commande publique, qu'elle soit durable ou pas, elle est régie de toute façon par le Code des marchés publics, dont les deux principes fondamentaux sont la transparence des procédures et l'égalité de traitement des candidats. Et c'est là où ça va être un peu compliqué justement d'intégrer ces critères, parce qu'il ne faut pas faire de discrimination, ou voilà, c'est un petit peu les freins. Alors face à ce code des marchés publics qui n'est pas tout neuf non plus, et qui n'est pas tout simple, on le verra, eh bien justement on peut se poser des questions. Est-ce que c'est compliqué? Ça dépend pour qui. Est-ce que c'est une histoire de spécialiste? Un petit peu quand même, d'accord? Alors, soit on est au service des marchés, c'est notre quotidien, et pour le cas, c'est pas compliqué, soit on travaille dans une collectivité, on y est confronté, soit c'est pas du tout le cas, et là, on peut dire que oui, c'est un peu une histoire de spécialiste. Et pour répondre à la question, est-ce que ça facilite l'intégration des critères environnementaux? En l'état actuel, on peut faire des choses, et de là à dire que ça les facilite, même s'il y a l'article 14 et les autres articles que j'ai cités tout à l'heure, c'est pas si clair que ça, c'est pas si simple que ça. Et donc, pas uniquement pour cette raison-là, mais pour la complexité générale des achats publics, il y a une réforme de la commande publique qui est en cours, qui devrait s'achever en 2016. Et dans le cadre de cette réforme, il y a plusieurs mesures, 11 mesures. Il y en a une, alors je ne vais pas tout vous lire, j'ai encadré en rouge la partie qui nous intéresse
particulièrement, je vous laisserai lire, c'est sourcé en dessous, hein, mais en gros, il y a vraiment une volonté de simplifier le code et faciliter, systématiser même la possibilité pour les acheteurs publics de mettre des clauses environnementales et sociales pour vraiment en faire un levier d'action très important. Donc il y a une volonté, on va voir vraiment comment ça va se concrétiser, mais c'est déjà quelque chose d'assez intéressant. Alors, qui est concerné? Bien, il y a deux cibles, hein. Il y a les collectivités, alors les collectivités, établissements publics, administrations, tous ceux qui sont soumis au code des marchés publics, j'ai réduit ça au terme collectivité ici, mais c'est un peu plus large, et puis il y a bien évidemment les entreprises. Et dans chacune des structures, on voit que c'est un peu transversal, ça touche plusieurs personnes. D'une part, pour l'aspect collectivité, ça va forcément toucher le service des marchés, les services acheteurs, donc les directeurs, les techniciens, voilà, toute la partie vraiment technique de la commande, hein, donc le CCTP, le cahier des charges techniques. Et dans les entreprises, ça peut concerner ceux qui répondent aux offres, donc les services commerciaux, les services des offres, le service R&D, si vraiment il faut proposer une nouvelle solution innovante qui répond à la demande. Ça va même concerner les exécutifs, c'est-à-dire les gens qui vont réaliser la prestation derrière, parce que bien souvent, c'est eux qui vont fournir les données. Hein, voilà. Mais aussi, dans les entreprises, il faut être très lucide là-dessus, des fois c'est une entreprise, c'est une seule et même personne. Donc est-ce que, ça pose la question, face à cette complexité, est-ce que les TPE, les PME ont les moyens de répondre à ça? Alors, question générale, pas que sur les critères environnementaux et carbone, bien évidemment. C'est bien nos deux cibles. Alors, par rapport à ces deux cibles-là, comment intégrer ces notions de critères environnementaux dans les marchés publics? On a deux approches possibles. Soit, je vais commencer par le bas d'abord, soit on mène une action à l'échelle d'un achat donné. Ça se fait dans beaucoup, voire presque toutes les collectivités maintenant. L'exemple très simple, c'est l'achat de papier recyclé ou labellisé PSC, FSC, les achats de produits d'entretien. Donc voilà, c'est à l'échelle d'un achat, on va prendre en compte ces clauses. Et puis l'autre approche, c'est une vision beaucoup plus globale de travail sur l'optimisation de la politique achat. Alors c'est fait, d'ailleurs la plupart des collectivités sont en train de le faire pour travailler sur justement les clauses sociales, etc. Là, le truc en plus, c'est que dans la réflexion, il faut intégrer la notion d'impact environnementaux. Alors ce travail nécessite de hiérarchiser les familles d'achat, et j'y reviendrai un petit peu plus en détail après. Pour les entreprises, eh bien, ça veut dire que dans un premier temps, il faut déjà avoir une réflexion globale sur la démarche environnementale, le développement durable de l'entreprise. Alors ça peut se faire au travers d'une démarche RSE, un bilan carbone, tout un tas d'autres démarches. Alors c'est pas ça qui va faire qu'on répondra aux critères environnementaux. Les critères environnementaux, c'est vraiment un critère plutôt technique, je vais dire, si je veux simplifier un petit peu. Mais ça montre quand même l'engagement de l'entreprise, puis ça permet de sensibiliser l'entreprise et la positionner par rapport à d'autres éventuellement. Elle peut également, elle aussi, mener une action à l'échelle d'un produit ou d'un appel d'offres en répondant à une demande particulière, en éco-concevant un produit, en innovant, en créant des alliances à l'échelle du territoire pour aller dans ce sens-là. Et dans tous les cas, il faut que les entreprises se préparent à fournir des données. Encore une fois, ça dépend des tailles des entreprises. Il y en a qui sont très structurées, il n'y a pas de problème, ça roule. Et puis dans d'autres, c'est un peu plus compliqué, mais ces données, il faudra les fournir pour l'évaluation. C'était écrit tout à l'heure, on y reviendra, mais c'est un des points très importants de pouvoir évaluer si ces critères sont respectés ou pas par la suite. Alors, le petit zoom sur la hiérarchisation des familles d'achat, je vous ai mis un extrait que j'ai pris dans un guide du réseau Grand Ouest qui date de 1 ou 2 ans, mais qui est toujours valable. Alors c'est un zoom pas spécialement environnement, c'est vraiment plus carbone, un gaz à effet de serre. Je ne vais pas détailler le logigramme, mais en gros c'est la réflexion qu'il faut avoir sur chaque famille d'achat pour savoir s'il y a un levier et si on peut quantifier ou pas. Parce que la question du critère sous-jacent, c'est est-ce qu'on peut comptabiliser ces émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Et en se posant ces questions-là, bien, on va pouvoir identifier, en fait, classer, prioriser les marchés ou les achats sur lesquels on pourrait mettre des critères carbone. Alors, le déroulé de la démarche sur un marché en particulier, je l'ai listé en 5 étapes, qui sont 5 étapes très simples, hein, identifier les points principaux du marché qui peuvent avoir un impact. Très important, avoir cette notion cycle de vie.
Parce que le premier réflexe va être de penser transport. Or, les transports, c'est un tout petit bout du truc, quoi. Ça peut être ça peut être important, mais ça peut bien souvent être un tout petit bout par rapport aux émissions liées à la fabrication du produit. Donc vraiment, l'approche cycle de vie, on peut avoir 80% sur la fabrication, 20% sur le transport. Donc ça, c'est le premier point très important. Le deuxième, c'est identifier les leviers d'action, s'il y en a, si c'est possible. Et le troisième va être d'insérer dans le cahier des clauses techniques particulières des éléments qui vont obliger, j'aurais dû mettre des guillemets autour d'obliger, mais voilà, obliger les candidats à proposer des produits ou des services à faible impact. Après, les étapes qui suivent, c'est de valider que tout ça est légal, là aussi entre guillemets, par rapport au code des marchés publics, avec plusieurs allers-retours. Et puis, en fonction de l'analyse et des conseils du service des marchés, on peut éventuellement prévoir aussi des allotissements ou des variantes qui sont un très bon levier pour l'intégration justement des critères environnementaux et carbone dans les marchés publics. Au final, vous allez me dire, alors je ne vous entends pas, mais je pense qu'il y en a qui doivent se dire ça, que ça change très peu des pratiques habituelles. Effectivement, c'est déjà une pratique courante. La seule nouveauté, au final, c'est qu'à chaque fois, il faut se poser la question de l'impact environnemental avec cette notion cycle de vie. Alors, peut-être que vous l'avez, mais c'est sûr qu'il y a plein d'agents dans les collectivités, de responsables de services et autres, qui n'ont pas spécialement cette vision, ce côté transversal. Et du coup, outre cette nécessaire collaboration entre le service juridique et les services techniques, le top, c'est d'avoir une collaboration tripartite avec quelqu'un qui a justement cette vision transversale. Alors le service développement durable, ou transition énergétique, ou climat, ou bref, autre chose, mais autre service qui a cette vision vraiment transversale. Les deux approches possibles, rapidement, pour quantifier les émissions, soit on peut demander aux candidats qui nous fournissent les résultats, des quantités d'émissions de gaz à effet de serre par produit, etc. Au final, vous voyez, je l'ai écrit en dessous, c'est très difficilement utilisable parce qu'il y a des hypothèses de calcul, parce qu'il y a des incertitudes, et est-ce qu'on peut le prendre en compte dans la notation? Au final, pas vraiment. Pour pallier à ça, on peut se dire, on va demander aux candidats qui nous fournissent des données, on va intégrer les calculs, faire appel à un BE pour les faire. Auquel cas, on utilise les mêmes hypothèses, les mêmes règles d'allocation, etc. Les résultats sont un peu plus comparables. Sauf que la limite, c'est qu'on ne va pas faire des ACV pour chaque produit. Donc ça va se limiter à des produits plutôt simples, entre guillemets. Mais il y a peu de matières premières qui rentrent. Alors ça peut être, j'en sais rien, moi, sur certains travaux, sur de l'alimentation, à voir, à définir. Et l'autre possibilité, et qui est très très intéressante, c'est de demander aux candidats de s'engager lors de la sélection, à suivre ces émissions après notification et également lui fixer des objectifs de réduction. Alors, ce n'est pas spécialement un objectif de réduction globale, c'est à l'indicateur. Je vous ai mis deux exemples là qui sont très compréhensibles. Dans le cadre d'une DSP transport, on pourrait leur demander de s'engager à réduire les grammes de CO2 par passager kilomètre. Ou alors, pour unité de traitement de l'eau, les grammes de CO2 par mètre cube d'eau traité. Voilà, c'est plutôt travailler sur la performance carbone, que ça va être intéressant. Puis également, bien évidemment, penser à chaque fois à contractualiser dans le cadre des marchés le reporting des données nécessaires à ces calculs. On en parlera tout à l'heure avec le témoignage de Nantes Métropole certainement. Et puis, sachant que ces données en plus sont valorisables dans plein d'autres choses, pour un bilan GES réglementaire ou dans le cadre d'un tableau de bord DD. Donc, on peut le faire, on va y revenir, ça va être illustré tout à l'heure, mais on ne peut pas toujours le faire non plus. Et donc, quand ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut faire d'autres choses. Il y a des labels, il y a des appellations d'origine. On peut, en tous les cas, dans les cahiers des charges, indiquer toutes les spécificités techniques qui vont permettre de privilégier légalement, bien évidemment, le caractère environnemental ou bas carbone d'un produit. Et je reviens également sur ce que je disais tout à l'heure, l'allotissement, les variantes, fournir des calculettes carbone, des trames de collecte de données, des choses comme ça. Ça peut justement faciliter d'une part l'intégration des clauses, et de deux, les réponses des candidats. Comme je disais tout à l'heure, il y a des grosses entreprises structurées, et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas, et donc ça peut largement les aider. Voilà, j'ai été très très rapide dans mes propos. Comme je disais, c'est pour vraiment brosser un tableau général. Donc, si maintenant vous avez quelques questions, on peut rentrer un petit peu plus dans les détails avant le témoignage des Nantes Métropole. Alors, il y a effectivement quelques questions qui nous sont parvenues pendant ton exposé. Avant ça, il y a même plus qu'une question,
une information qui nous a été communiquée donc par une participante sur le fait qu'un groupe de travail sur les marchés publics a été lancé par les services de l'État et que des résultats ont été montrés à l'occasion de la COP, avec notamment des fiches pratiques à destination des acheteurs, mais qui sont également à destination des PME, TPE, qui permettent comme ça de sans doute faciliter ce type de démarche. Alors, je n'ai pas moi-même l'information du tout, mais peut-être qu'il serait intéressant s'il y a un lien, une source, que cette personne puisse nous la communiquer pour que l'on puisse la diffuser aux participants. Donc ça, c'est plus une remarque. Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant de cet élément, j'imagine. Oui, on indique ça à la fin de la présentation. Ah bah, donc c'est parfait. Alors, une autre question concernant, ça revient plutôt au début, c'était sur la partie, quand tu as parlé de l'adaptation. Hein, dans le volet adaptation, la question c'est finalement comment intégrer cette partie adaptation dans les critères environnementaux. Je pense que tu as beaucoup plus développé des exemples qui sont autour de l'atténuation. Voilà, donc il y a une question par rapport à ça. Est-ce que tu as des éléments de réponse pour ça, pour éclairer ou compléter? Oui, alors, pour éclairer ou compléter, sur cet aspect-là, l'idée, c'est, quand je parle d'adaptation, c'est que, typiquement, si on prend l'exemple de travaux routiers, construire une nouvelle rocade ou une déviation, le fait de se poser la question de ces impacts-là et de l'impact du climat, c'est un point supplémentaire dans l'analyse pour se dire, si à l'avenir, le climat évolue, est-ce que les flux de population ne vont pas évoluer aussi également? Et donc, ça rajoute une pierre à la réflexion pour se dire, est-ce qu'on doit réellement le faire ou pas? Ça, c'est un exemple. Maintenant, un exemple peut-être un peu plus pratique dans la gestion quotidienne, c'est sûr aussi un dimensionnement d'installation. Toujours pareil, par rapport à l'adaptation, si on s'attend à des flux migratoires un peu plus importants, donc que la population va augmenter, et qu'on arrive en fin de vie d'un équipement de traitement de déchets, par exemple, eh bien, il va falloir s'adapter pour anticiper la construction de nouveaux modes de traitement en termes de dimensionnement d'une, mais aussi en termes d'impact et de revalorisation derrière. C'est dans ce sens-là que je le présentais. D'accord. Compléter aussi, ça peut être, pour de la voirie, ça va être la conception aussi même de la voirie, ça va être travailler sur l'imperméabilisation des sols, permettre tout ce qui est travail aussi sur les ruissellements, pour tout ce qui va être pluviométrie, réfléchir aussi en cas de montée du niveau de la mer, les déplacements même d'infrastructures, on peut aller parfois jusque là. Donc on a différents niveaux, c'est-à-dire qu'à la fois effectivement dans tout ce qui va être conception amont, et puis ensuite réalisation, mais on se situe beaucoup au niveau des besoins. Mais également ce sera après en termes de gestion. On peut, par exemple, dans la gestion des espaces verts aussi, l'adaptation au changement climatique, ça va être comment lutter contre les incendies aussi, et puis toute la récupération des bois, des lagages, etc., qui peut être faite pour prendre en compte vraiment aussi l'adaptation. D'accord. L'implantation d'espèces qui va résister à la sécheresse, etc. Mais vraiment, on est plutôt au niveau des besoins. Très bien. Une autre question plus spécifique, là. Comment mettre en œuvre les appellations d'origine dans les marchés publics? Alors, comment? Là, répondre comme ça tout de suite, sans un exemple vraiment précis, détaillé, c'est compliqué. Mais l'idée, vous savez qu'on ne peut pas privilégier, parce que c'est très compliqué de privilégier un producteur local. D'accord? Donc l'idée va être de travailler justement sur les caractéristiques techniques du produit pour faire en sorte qu'au final, ce soit uniquement ce produit-là qui corresponde à la demande de l'acheteur. Et donc, quand je parle des appellations d'origine contrôlée et autres, derrière, il y a des cahiers des charges très précis qui indiquent, j'en sais rien, des cépages, des variétés, des choses comme ça. Et c'est de travailler là-dessus. Ce qui est compliqué, c'est ça ne peut pas être nominatif précisément, mais c'est de décrire suffisamment précisément pour que, encore une fois, il n'y ait que ce produit qui réponde à la demande. Alors, c'est aussi quelque part un travail avec les acteurs du territoire. Il faut qu'eux, ils travaillent pour faire en sorte qu'ils puissent se positionner sur ces critères-là. D'accord. Au passage, une information complémentaire là, qui nous est donnée. Alors, c'est
quelqu'un, j'imagine, du CEREMA, ou tout du moins qui en est proche, parce qu'elle nous explique qu'il y a un projet de rédaction de guide à l'attention des maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre pour l'intégration des critères environnementaux pour les routes et les ouvrages d'art. Donc, projet de rédaction qui est porté par le CEREMA. Voilà, donc une information supplémentaire, et elle est effectivement du CEREMA, elle vient de le confirmer. Sinon, une autre question, c'était plus par rapport aux exemples. Alors, il y a déjà eu des exemples, tu en as donné dans ton intervention. J'imagine que Madame de Nantes Métropole en donnera d'autres, donc des exemples de critères que l'on peut intégrer, mais également des critères que l'on ne peut pas intégrer dans les marchés publics, critères environnementaux. Hein. Est-ce qu'il y a quelques exemples de choses qu'on n'a pas le droit de faire, en plus de ceux qu'on a le droit de faire? Au final, là, j'ai pas d'exemple pour vous sortir comme ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on peut pas faire que de choses qu'on peut faire, mais je suis pas sûr d'avoir bien compris la question, je suis désolé. Oh bah c'est surtout des exemples. La question, ça portait sur des exemples de critères que l'on peut intégrer dans les marchés, mais bon, tu en as donné quelques-uns, je pense que vous allez pouvoir peut-être en compléter, et puis d'autres que l'on ne peut pas intégrer dans les marchés. Est-ce que par exemple, il y a quelque chose qui me vient en tête sur le fait de est-ce que la distance, enfin un calcul d'émission, enfin quelque chose qui concerne la distance n'est pas quelque chose qui peut être un peu limite, étant donné que ça peut discriminer par rapport entre les producteurs locaux et pas, par exemple? Oui, c'est un peu l'exemple que je donnais tout à l'heure, ou même que je vous dis dans la présentation, on pense au transport tout de suite, ça ne peut pas être un élément de choix de dire que la personne est plus proche qu'une autre. Et en plus d'ailleurs, quand on se teste à faire les calculs, c'est rigolo parce qu'on peut s'apercevoir au contraire que quelqu'un qui va être plus loin et qui a une gestion, une utilisation de ses transports, qui va utiliser certains types de véhicules ou un certain type de conduite, il est possible qu'il émette moins que quelqu'un qui va être plus proche et qui va livrer avec des petites camionnettes. Voilà, donc on n'a pas le droit de le faire, et en plus quand on essaie de le calculer, des fois c'est l'inverse de ce qu'on pensait. Voilà. Quelque chose de plus général, étant donné les restrictions budgétaires que vivent les collectivités, ne pensez-vous pas que le critère offre la moins disante continue à primer sur offre la moins impactante sur l'environnement? Faut être clair, mais après justement peut-être que la collectivité qui témoigne à mes côtés pourra dire deux, trois mots là-dessus, mais pour être honnête, oui, dans le contexte actuel, c'est sûr que ce ne sera pas le truc prioritaire. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est quand on s'y essaye des volontaires, des collectivités volontaristes, il y a certains marchés où au final, eh bien, ça ne coûte pas plus cher, et même dans certains cas, on peut arriver à ce que ça nous coûte moins cher. Moins cher sur l'achat direct, et moins cher aussi derrière à l'utilisation. Ça dépend du produit qu'on va acheter, mais si on utilise quelque chose qui consomme de l'énergie, eh bien forcément, s'il est plus économe, on va s'y retrouver aussi par la suite. Donc, c'est clair que comme en entreprise ou en collectivité, c'est pas la dynamique vraiment actuelle, c'est pas ça qui va primer, quoi. Mais ça peut fonctionner. Alors au passage, une participante nous indique qu'en région PACA, une boîte à outils a été réalisée pour aider les acheteurs publics à rédiger un marché de denrées alimentaires intégrant les enjeux du DD et les circuits courts. Boîte à outils validée par un juriste et qui est téléchargeable. Alors, nous avons le lien que Emeline pourra transmettre à l'ensemble des participants. Donc ça, c'était un exemple supplémentaire. Autre question, est-ce que les engagements des candidats face aux critères environnementaux sont réels une fois le marché notifié? Est-ce qu'en gros, ils n'annoncent pas des choses au début et puis une fois passé, c'est plus tout à fait la même chose? Qu'en est-il? Ouais. Alors, qu'en est-il? Moi, je vais vous donner ma vision, mais je pense que la réponse aussi de Nantes serait intéressante là-dessus. Moi, sur les marchés, les collectivités que j'ai pu accompagner, c'est clair, c'est vraiment la question de l'évaluation, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en gros, est-ce qu'une fois notifié, tout ça s'arrête pas? Là, il y a vraiment aussi une histoire de moyens. C'est-à-dire qu'en interne à la collectivité, est-ce que on peut très bien avoir une bonne intention de mettre ces critères, mais est-ce qu'on va avoir les moyens de contrôler derrière le fait que ces engagements soient respectés? Alors, il y a certains marchés où on va demander à ce qu'il y ait un certain reporting d'informations qui permettent une évaluation simple. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont assez simples à évaluer, et sur celles qui sont plus compliquées, là, des fois, faut être honnête aussi, ça peut tomber à l'eau. Mais c'est vraiment une histoire de moyens dans la collectivité. Est-ce qu'il y a des gens qui ont les compétences et qui sont chargés de le faire?
C'est vrai que c'est important d'évaluer en cours de marché. La difficulté, c'est qu'on est souvent dans des éléments déclaratifs de l'entreprise et que voilà, aller déjà qu'elle déclare et qu'on puisse contrôler, c'est déjà un premier pas important. Après, aller vérifier que ça a été effectivement mis en œuvre de cette façon-là, c'est encore un pas supplémentaire qui est compliqué. Par exemple, sur un chantier, elle peut nous déclarer qu'elle a utilisé tel camion, qu'elle a fait tant d'allers-retours. Après, le vérifier sur le chantier, voilà, c'est difficile. Hein. Donc on s'arrête souvent au déclaratif, mais c'est déjà, on peut déjà le faire. Peut-être une dernière question, parce que je vois que le temps passe, il va falloir sans doute avancer, mais à votre connaissance, est-ce que la réforme des marchés publics en cours va également imposer une approche en coût global? Alors, est-ce qu'elle va l'imposer? Là, je ne peux pas répondre, honnêtement. Je ne peux pas l'affirmer, je ne sais pas si vous avez des infos là-dessus. L'imposer, je ne sais pas. Par contre, le permettre, oui, c'est sûr. Ça fait partie d'ailleurs des clés hein, pour l'amélioration globale. Alors, l'imposer, je ne prononcerai pas. On a aussi un groupe de travail des services des achats de l'État qui travaille sur cette question-là aussi de l'intégration du coût global dans la commande publique. On aura sans doute un guide à venir. Entendu. Peut-être il y a encore quelques autres questions, enfin, on pourra y revenir après, mais je pense qu'on va peut-être passer à la deuxième présentation. Evelyne,